Je vous propose qu'on passe à notre deuxième table ronde, donc consacrée au déploiement des RMP de petite et moyenne taille. Alors, Lagure, grands utilisateurs, pourquoi on s'intéresse à ces réseaux? En tout cas, on les surveille parce que nous sommes convaincus au sein de Lagure aussi que le traitement des réseaux de petite et moyenne taille donc, sont sur le chemin, disons, de la libération également de la bande 400, qui fera l'objet de la table ronde à suivre. Voilà. Donc, ce qui facilitera, évidemment, ce traitement facilitera à terme le réaménagement de cette bande. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Bavrel, donc de la Société des Grands Projets, donc, qui animera cette table ronde. Patrick Lagrange de l'ARCEP, Jean-Marc Cavalier-Lagarde de Radiocom Pro Alliance, anciennement SNIR, Stéphane Romanowski de Prescom et Boris Madeleine d'Obvios. Est-ce que le micro marche? Oui. Merci Stéphane pour cette introduction. Donc, je me présente, Emmanuel Bavrel, de la Société des Grands Projets. Donc, je serai l'animateur de cette table ronde qui concerne donc, le déploiement des réseaux mobiles privés de petite et moyenne taille. Donc, avant de commencer, quelques petits mots sur la Société des Grands Projets, qui est donc un acteur membre de Lagure, qui construit donc, les nouvelles lignes de métro 15, 16, 17 et 18 pour agrandir donc, le réseau existant métropolitain. Et il doublera donc le nombre de kilomètres de lignes, actuellement 200 km. On construit donc 200 nouveaux kilomètres de lignes de métro qui permettront donc aux voyageurs autour de Paris de voyager à une vitesse de l'ordre de 100 km/h. Pour information, donc, ce projet, c'est actuellement le plus grand projet d'Europe avec un budget d'environ 40 milliards d'euros. Et donc, au sein de la Société des Grands Projets, je suis l'adjoint au responsable de l'unité numérique qui est en charge du projet du Grand Paris numérique. Donc, Grand Paris numérique qui est la version numérique du métro de transport, Grand Paris Express. On vise notamment à permettre aux voyageurs, donc vous et moi, de pouvoir bénéficier donc, de réseaux très haut débit mobile, donc des réseaux 3G, 4G, 5G ainsi que Wi-Fi, qui reposent sur des milliers de kilomètres de fibres optiques qui sont en cours de déploiement donc, sur le réseau, ainsi que de nombreux locaux d'hébergement et des milliers d'antennes donc, qui seront disséminées à travers le réseau pour permettre de couvrir à la fois les gares, mais également les tunnels. Et donc, la Société des Grands Projets, ex-Société du Grand Paris, est un membre actif de Lagure, car nous déployons donc, plusieurs réseaux RMP, notamment pour les besoins du système de transport, tout ce qui concerne les automatismes de conduite, ainsi que la sécurisation du système de transport. En termes d'échelle, donc on doit couvrir des centaines de kilomètres de lignes, ainsi que des centaines d'ouvrages. Donc on peut vraiment considérer qu'on est plutôt un grand utilisateur donc, de ces réseaux RMP, avec des budgets qui se chiffrent en millions, voire dizaines de millions d'euros. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc, c'est vraiment les plus petits acteurs, les réseaux de plus petite taille, donc, qui ont évidemment des problématiques budgétaires plus fortes et des besoins également qui sont plus spécifiques. Et donc, pour traiter ce sujet aujourd'hui avec moi, donc, j'ai la chance d'accueillir 4 éminents spécialistes. Donc, je vais juste reprendre la fiche pour être sûr de pas, pour être sûr que les postes seront les bons. Donc, avec nous, Patrick Lagrange, chef de l'unité attribution des fréquences mobiles au sein de la direction mobile et innovation de l'ARCEP. Jean-Marc Cavalier-Lagarde, donc membre vice-président de Radiocom Pro Alliance ex-SNIR, qui regroupe donc des intégrateurs, équipementiers et bureaux d'études spécialisés dans les réseaux privés. Et également, donc à ses heures perdues, Solution Manager chez Eviden, une entreprise fournissant des équipements 4G et 5G dédiés aux missions critiques dans des secteurs comme la défense, les transports et autres domaines nécessitant des solutions de communication robustes. Nous pourrons également compter sur M. Stéphane Romanowski, directeur commercial et marketing de la société Prescom, fournisseur de systèmes de communication critiques unifiés et de passerelles pour salles de contrôle et de commandement. Et enfin, Boris Madeleine, de la société Obvios, donc responsable marketing. Obvios, qui est une spin-off de l'Institut de recherche technologique BICOM et qui développe des solutions de réseau 5G privé 100% logiciel. Donc entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je me tourne donc vers vous, Monsieur Cavalier-Lagarde, pour aborder donc tout d'abord une question qui paraît assez basique. C'est qu'est-ce qu'on entend
par les réseaux de petite taille, et en particulier l'historique associé sur l'évolution de ces réseaux, qui sont basés a priori sur des technologies un peu plus anciennes, type Tetra ou DMR, voire même analogiques. Alors ce que vous voyez en préambule, je remercie Nagur de cette invitation et je vous remercie toutes et tous. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est l'historique de ce que l'on appelle la radio privée, que l'on désigne maintenant plutôt d'ailleurs sur de la radio à bande étroite, par opposition au réseau de type 4G et 5G. On voit que c'est assez ancien puisque dès 1936, on a commencé à équiper les véhicules de la police américaine à Chicago. Et par la suite, on a commencé à introduire de la FM. Et il faut savoir que ces réseaux ont donné naissance à ce que l'on a appelé les réseaux à ressources partagées, c'est-à-dire les réseaux dits trunk. Mais aussi, ce sont les ancêtres de la téléphonie mobile, puisqu'on s'est appuyé sur ces technologies, principalement en FM d'ailleurs, ou en modulation de phase, pour créer les premiers réseaux de téléphonie mobile, qui sont les ancêtres donc des réseaux cellulaires. Et on va y retrouver tout ce qui est le sujet des planifications cellulaires. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que la canalisation de ces réseaux est passée de 100 kHz jusqu'à la fin des années, on va dire au début des années 50, pour se réduire progressivement à 12,5 ou 25 kg d'espacement de canaux, ceci étant lié à l'augmentation drastique, on va dire, des besoins, sachant que pendant très longtemps, avant l'avènement ou la généralisation des réseaux cellulaires, il n'y avait que ce moyen de communication. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une fracture dans les années 97, on va dire, une première fracture numérique avec l'avènement des réseaux de type Tetra, c'est-à-dire que la profession a commencé à intégrer des réseaux en accès multiple à répartition dans le temps, pour finalement arriver aujourd'hui à des solutions DMR qui s'appuient sur les mêmes technologies. Le problème de ces réseaux-là, c'est qu'ils sont essentiellement destinés à écouler des communications voix. Et comme vous le voyez d'ailleurs, les débits sont très faibles, c'est-à-dire de quelques kilobits par seconde, donc ils ne sont pas tellement utilisables pour passer bien sûr les besoins actuels ou futurs en termes de data. Alors par contre, la PMR a défini, enfin ce qu'on appelle les réseaux à PMR et aujourd'hui à bande étroite, a défini les usages, c'est-à-dire l'utilisation du push-to-talk, les appels de groupe, avec des réseaux donc résilients et l'établissement de communication instantanée. Merci beaucoup. Du coup, je pense qu'une des interrogations légitimes que l'on peut avoir, c'est combien y a-t-il de réseaux de ce type, donc de type PMR en France, et quelles sont donc les différentes activités associées en termes de secteurs. Est-ce que éventuellement, Monsieur Lagrange, donc de l'ARCEP, pouvez-vous répondre à cette interrogation ? Oui, bonjour à toutes et tous, merci Emmanuel. Donc oui, en effet, l'ARCEP est affectataire de ces fréquences qui sont dédiées à la PMR et qui sont régies par convention aussi par une agence de l'ANFR. Donc le premier constat qu'on peut avoir, c'est qu'en effet, il y en a beaucoup de ces réseaux, puisqu'il y a 24 000 titulaires sur toute la France de licences pour exploiter ce type de réseau. Donc principalement sur deux grandes familles de bandes de fréquences, les fréquences VHF qui vont de 50 à 150 MHz et pour une partie un peu plus importante pour les fréquences UHF, donc 400 à 450 MHz de bande de fréquences. Quand on regarde le nombre de sites ou de relais qui sont déployés, le nombre est aussi très, très conséquent puisqu'on arrive au total à 38 000 sites relais, vraiment sur toute la France, principalement quand même dans les agglomérations, mais aussi dans les zones moins denses. Et peut-être un point à noter, c'est que ces réseaux ne sont pas tous des petits réseaux. Il faut quand même noter que, notamment, il y a des licences qui sont alloties pour des utilisateurs sur de grandes portées, notamment des gestionnaires d'infrastructures de réseau ou d'énergie. Mais la grande majorité, il est vrai, sont des petits acteurs et les domaines d'activité sont très variés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu les domaines d'activité qui étaient
listés dans la première table ronde, c'est-à-dire des sites logistiques, des industries, des centres hospitaliers. Après, il y a des explications un peu plus particulières comme des sociétés de taxi, ou des communes aussi pour des besoins locaux. Mais on voit bien que ces petits réseaux recouvrent quand même assez bien les cas et les cas d'usage qui ont été présentés ce matin dans la première table ronde. Merci beaucoup. Du coup, je me retourne vers vous à nouveau, Monsieur Cavalier-Lasgar. Une interrogation que l'on peut avoir, c'est concernant le besoin de ces réseaux existants, donc de ces réseaux PMR, de migrer vers des RMP. Quelle est leur nécessité à migrer nécessairement vers ces nouvelles technologies? Alors il faut savoir que, quand on le voit sur le slide qui se trouve derrière moi, je vous ai mis deux grandes typologies en fait, qui sont ce que vous avez appelé des petits réseaux, c'est-à-dire qui couvrent pour l'essentiel les besoins qui ont été exprimés avant moi et qui sont relativement peu chers en regard des solutions de type 4G, 5G. Bon, je ne vais pas revenir sur les prix, c'est à titre indicatif, mais on a en revanche des réseaux plus gros, ce que vous pouvez voir ici, qui peuvent être soit en DMR dite Tier 3 ou en Tetra, et qui vont être composés d'un grand nombre de terminaux et qui vont s'interfacer avec d'autres types de réseaux, que ce soit donc du Wi-Fi, du DECT, et éventuellement avec des vocations de vouloir passer de la data. Et comme on l'évoquait en préambule, le passage vers un réseau de type 4G, 5G, ce n'est pas tellement un sujet technologique, c'est un sujet d'usage. C'est-à-dire que quand un client se retrouve à souhaiter faire une intégration globale, la question peut se poser, effectivement, sur des réseaux qui vont dépasser 400 000 à 500 000 euros, par exemple, de basculer vers des réseaux RMP de type 4G, 5G. Donc c'est l'usage, en fait, les besoins en data, en vidéo ou quoi ou qu'est-ce, ou les besoins métiers qui feront que l'on vendra un réseau ou qu'on le substituera. Et de ce point de vue, chez Radio Compo Alliance, on fait la promotion, nous, des solutions 4G, 5G depuis plus de 10 ans, pour prévenir en fait les intégrateurs et les équipementiers qui sont membres de notre association à pouvoir appréhender ces nouveaux défis que vont constituer ces réseaux au point de vue technique. Merci beaucoup. Du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Madeleine, donc de la Société Obvious. À quoi correspondent les petits réseaux? Comment fait-on un petit réseau? Et quels sont les équipements nécessaires pour ces petits réseaux? Voilà, donc j'aimerais dire en préambule que je m'inscris plutôt dans la partie droite des technologies que monsieur vient d'exposer. Donc pour les réseaux 5G, ce que je voulais montrer sur ce slide, c'est qu'il est effectivement possible de déployer des réseaux à petite échelle, donc pour des petites entreprises. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental et qui est pas simplement une évolution, mais presque une révolution dans le déploiement des réseaux. Alors le premier facteur technologique qui explique ça, c'est la virtualisation des réseaux. Maintenant, en 5G, le cœur de réseau en particulier est complètement virtualisé. Ça veut dire qu'il peut être déployé sur des serveurs classiques, donc des serveurs de taille différente, qui peuvent être un petit Lenovo, par exemple, qui fait cette taille-là, donc 20 cm ou guère plus, jusqu'à un data center complet. Donc ça, c'est le premier facteur qui explique la possibilité de déployer pour des petites structures. Deuxième facteur important, c'est que maintenant, ce cœur de réseau peut être distribué, c'est-à-dire qu'on peut en centraliser et en mutualiser, en particulier mutualiser des fonctions dans un centre de données, et puis distribuer la partie du cœur de réseau qui prend en charge le transfert des données métiers. On peut la distribuer au sein de l'usine, donc pour un déploiement sur site. Et enfin, le troisième facteur qui explique la possibilité de déployer des réseaux pour des petites structures en 5G, c'est la disponibilité désormais de cellules de radio à petite échelle, donc ce qu'on appelle des small cells, pour des puissances et des bandes de fréquences diverses. Donc, en particulier pour les réseaux civils, ce qui nous intéresse, ce sont les fréquences en 2,6, donc la bande 38, 2,6 GHz CDD, ou bientôt la bande 3,8, 4,2. Et pour ces deux bandes, on dispose désormais sur le marché de small cells, donc pour des puissances
adaptées au déploiement en intérieur, donc 250 milliwatts, ou bien des puissances adaptées au déploiement en indoor, donc 1 watt, 2 watts, 5 watts, voire beaucoup plus. Et enfin, facteur aussi important pour le déploiement et l'adaptabilité de ces réseaux, c'est le prix. Donc là, je vous ai indiqué un prix qui correspond à ce que j'imaginais un prix d'un entrepôt avec 3 Ginode-B. Donc pour un déploiement en CAPEX, c'est-à-dire en termes de licence perpétuelle, donc on est sur cet ordre de prix avec un OPEX de l'ordre de 10, 12. Voilà. Et alors, voilà, pour ne pas spoiler, mais ce qu'on va vous montrer après, c'est effectivement qu'on peut déployer ce type de réseau. On va le faire en live tout à l'heure dans la démo qui suit avec notre partenaire Red Technologies. Merci beaucoup, merci Boris. Du coup, donc, on voit bien que technologiquement, donc, les solutions sont prêtes. En termes de prix, on arrive à des niveaux de prix qui sont quand même bien inférieurs aux prix évoqués pour les grands utilisateurs. Maintenant, la question, et je m'adresse du coup à vous, Monsieur Lagrange, c'est au niveau de l'administration, au niveau de l'ARCEP, quelles sont les initiatives pour justement permettre à ces petits réseaux d'accéder plus facilement à ces réseaux? Oui, merci Manuel. Donc, en préambule, la raison pour laquelle il y a besoin d'une autorisation d'utilisation de fréquence, c'est pas juste pour faire de l'inflation administrative. Il y a quand même une raison importante, c'est que la ressource fréquentielle est essentielle, mais elle est aussi rare et il y a besoin de s'assurer à travers cette procédure de demande et donc d'autorisation que les fréquences vont pouvoir être utilisées sans risque de brouillage et sans risque d'être brouillées. Et donc d'avoir des fréquences qui vont permettre de déployer des réseaux fiables. C'est vraiment la finalité et c'est bien ça qu'il faut conserver en tête. Et donc, au-delà de ça, bien entendu, les efforts de l'administration et donc de l'ARCEP en particulier sont de rendre les choses les plus faciles possibles, les plus abordables pour que tout type d'acteur puisse accéder à ces fréquences avec des démarches qui sont facilitées. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur quatre points essentiels. Le premier, c'est la dématérialisation des demandes. Alors pour ceux qui sont déjà familiers des demandes de fréquences dans la bande 38, la 2,6 GHz TDD, vous savez sans doute que le portail est dématérialisé depuis 2019. Donc c'est déjà une première étape. Je vous annonce que courant 2025, des travaux vont être effectués pour améliorer l'ergonomie encore plus et dématérialiser complètement cette demande. Et potentiellement, quand d'autres demandes de fréquences seront elles aussi attribuables, j'y reviendrai dans un instant, bien entendu, le même type de portail pourra être utilisé. Et dès le début de l'année prochaine, aussi, toutes les demandes de fréquences expérimentales, donc pour faire des POC, seront aussi entièrement dématérialisées. Et d'ailleurs, cet après-midi, au début d'après-midi, l'ARCEP aura un petit stand, alors je ne sais pas exactement où, mais je crois à l'extérieur, là, au bas des escaliers, et vous pourrez venir poser des questions, on vous présentera les formulaires, voilà, un peu un aide à la demande pour accompagner les acteurs. Le deuxième point dont je voulais parler, alors qui n'est pas de la compétence de l'ARCEP, mais bon, je m'en fais le porte-parole, c'est les redevances. Alors aujourd'hui, il n'y a qu'une seule fréquence qui est attribuée pour les usages professionnels, c'est la 2,6 GHz TDD, la bande 38, donc je peux en parler. Donc au début 2023, donc ça date déjà un petit peu, mais bon, c'est important de le rappeler, le décret redevance a été ajusté, notamment pour permettre de diminuer le prix de la redevance pour des surfaces petites, d'autorisation petite. Jusqu'à présent, avant cette modification, le seuil le plus petit était de 100 km², ce qui n'est pas vraiment un petit réseau. Et donc, il a été abaissé à 30 hectares, qui correspond à un réseau quand même beaucoup plus petit, à une zone industrielle plus ciblée. Et à titre de mémoire, la redevance pour une porteuse de 20 MHz pour ce type de surface est de environ un peu moins de 600 € par an. Donc ça reste abordable. Bien entendu, là aussi, quand d'autres fréquences seront attribuables, il y aura matière à définir la redevance, compétence du gouvernement. Mais voilà, en tout cas, la cible d'avoir des surfaces petites, j'imagine, restera présente dans ce barème. Le troisième sujet dont vous voulez parler, et dont Stéphane a parlé ce matin, la fameuse consultation surprise de l'été. Alors, elle va quand même dans le bon sens. Là aussi, c'est pas pour embêter les acteurs, hein, c'est pour améliorer les choses. Donc, la bande est attribuée et attribuable depuis 2019
Et au retour d'expérience, il nous semblait nécessaire de préciser certains points, d'où l'objet de ce texte de nouvelles modalités qui a été mis en consultation publique. Et ces points vont dans le sens de permettre une meilleure et plus efficace utilisation des fréquences, justement sur des mailles plus resserrées, puisque, comme je dis précédemment, ces fréquences sont des fréquences TDD avec des problématiques, les experts que vous êtes certainement le savent bien, des problématiques de coexistence complexes. Et donc, il nous semblait nécessaire de préciser des zones qui permettent de finalement rapprocher de façon géographique plus facilement des acteurs, et donc sur des plus petites surfaces, et mieux utiliser l'intégralité de cette bande de 40 MHz. Et donc, avec ce visuel en cible qui remontre des zones qui vont faire maintenant donc l'objet des dossiers de demande et de l'instruction pour permettre de balayer tous les cas possibles de coexistence, et notamment les cas de synchronisation sur des fréquences adjacentes dans des zones géographiques plus proches. Donc ça va aussi dans le sens de permettre plus d'acteurs de profiter de cette ressource, et pour cette bande-là. Et enfin, parce que je pense que c'est nombreux à attendre ce point-là, c'est les réflexions sur les nouvelles bandes de fréquences. Alors, je sais que juste après, il y a la 450. La 450, ça ne s'adresse pas forcément aux petits réseaux, mais bon, je pense que la table ronde pourra en parler. Il y a aussi peut-être des cas d'usage. Mais là, Stéphane en a parlé ce matin, il y a eu la consultation cet été sur les bandes 3.5, donc bas de la bande et bande 3.8.4.2. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais surtout parler de la bande 3.8.4.2. Donc la consultation s'est finie le 4 novembre. L'ARCEP est en plein processus de dépouillement de ces contributions. Merci d'ailleurs, parce qu'on a reçu beaucoup de contributions, et notamment de personnes qui sont dans la salle. Donc ça, c'est vraiment utile pour que l'ARCEP et le gouvernement, qui a aussi la compétence conjointe d'attribuer des fréquences, puissent avancer pour définir des modalités d'attribution. Une très bonne nouvelle, c'est que la semaine dernière, à la CEPT, en plénière, l'ECC a adopté la décision de normalisation, donc à l'échelle CEPT, mais c'est la première étape sous mandat de la Commission européenne. C'est vraiment la dernière étape vraiment essentielle avant que la Commission européenne prenne une décision d'harmonisation qui s'appliquera aux États membres. Donc voilà, le calendrier est tenu, on est dans les temps, on a maintenant une décision qui est là, et avec les retours de la consultation publique, on a bon espoir. Bien entendu, il y a encore quelques étapes, mais que dès l'année prochaine, ces fréquences puissent être attribuées dans des modalités qui restent à définir, mais dont la consultation publique, qui n'est pas la première, il y en aura certainement une en premier trimestre qui viendra, de 2025, permettra de définir pour cette bande. Et pourquoi c'est important pour les petits réseaux ? Parce que la 3.8.4.2, ce sont des fréquences qui portent moins, qui sont potentiellement de plus larges bandes, et donc qui permettront aussi à tous ces cas d'usage dont on a parlé ce matin et que vous avez rappelé, de pouvoir être mises à profit de ces usages professionnels. Merci beaucoup, merci Monsieur Lagrange. Du coup, je me tourne vers vous, Monsieur Romanowski, la société Précom. Donc, les prérequis, a priori, sont maintenant prêts ou sont sur le point de l'être d'un point de vue technique, d'un point de vue administratif, pour justement permettre les déploiements de ces petits réseaux ou réseaux de taille moyenne. Alors, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est quels sont les freins à l'adoption de ces petits réseaux, et comment lever ces freins éventuels. Bon, merci Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. On peut distinguer à peu près trois freins principaux lorsqu'il s'agit de migrer d'un réseau PMR narrowband vers un réseau RMP large bande. Alors, un réseau RMP avec des services MCX pour avoir des services voix et des services données à peu près équivalents à ce qu'on va trouver sur un réseau PMR. Le premier frein est évidemment la taille de la flotte que vous aurez, puisque même si c'est un réseau de taille modeste, on a vite des flottes de plusieurs centaines de terminaux. Et l'investissement que cela représente pour changer cette flotte, c'est assez important et difficilement soutenable sur une seule année budgétaire pour beaucoup d'organisations. Donc on l'a vu ce matin dans la table ronde, l'investissement pour les terminaux est important. Le deuxième aspect qu'on rencontre souvent, c'est que ces terminaux sont aussi embarqués dans des véhicules, dans des automates, dans des bus, dans des tramways. Et donc le changement de ces terminaux pour aller les réinstaller dans cet environnement, ça représente également un investissement important. Et puis c'est aussi une logistique très contraignante. Et donc pour ne pas arrêter l'exploitation, il est souvent nécessaire de planifier ça sur des cycles de maintenance qui durent souvent plusieurs années.
Le dernier frein, on en a parlé aussi ce matin dans la première table ronde, c'est que souvent ces réseaux PMR actuels, ils sont déjà intégrés avec des systèmes d'aide à l'exploitation, des systèmes d'information métier. Et donc il y a des processus qui sont automatisés sur ces réseaux PMR. Et donc il va falloir migrer ces processus sur la nouvelle infrastructure. Et fort à parier que le système d'information, il n'est pas nativement compatible avec ce nouveau système. Donc ces trois éléments font que migrer lors d'un grand soir, c'est extrêmement rare. Moi, je ne l'ai jamais vu sur des projets. Ça coûte cher de migrer, donc c'est plus intéressant de migrer sur du long terme pour lisser vos investissements. Et donc pour cela, il y a des solutions qui existent qui vont vous permettre de réaliser une opération de migration sur plusieurs années, avoir une transition douce de votre réseau PMR vers un réseau RMP. Alors là, on a identifié ici 3 types de solutions. Il y a bien sûr d'autres possibilités. La première solution, la solution la plus simple, si vous faites de la voix, vous avez des besoins voix assez simples, c'est-à-dire interconnecter des groupes de communication ensemble. Vous pouvez utiliser des passerelles radio qui vont être interconnectées à un serveur MCX. Et tous les intervenants d'une flotte d'un réseau PMR qui communiquent dans un groupe pourront être entendus dans un groupe MCX. Et de la même façon, tous ceux qui parlent dans un réseau MCX vont être entendus dans le réseau PMR. Donc ça, si vous avez des services assez simples, ça fonctionne, c'est une solution qui est peu coûteuse. En revanche, si vous utilisez d'autres services, tels que des appels de détresse, tels que des appels individuels, des SMS ou SDS, cette solution va être limitée. Et donc là, une solution type salle de contrôle intégrée peut être une solution plus adaptée, notamment si vous avez un réseau dirigé. Un réseau dirigé, c'est-à-dire que la plupart de vos communications sont entre une flotte sur le terrain et une salle de contrôle. Donc ça s'applique beaucoup pour des réseaux bus, pour des réseaux de commandement, pour la police, pour les pompiers également. Donc là, on a une plateforme de communication, les anglo-saxons appellent ça un ICS, un Integrated Communication Control System. Et cette plateforme va être capable d'assurer une continuité fonctionnelle avec le réseau PMR, donc de conserver tous les services PMR que vous avez, et puis d'assurer aussi l'équivalent de ces services sur un réseau MCPTT ou MC Data, et également d'interconnecter des groupes de communication entre les deux réseaux. L'avantage aussi de ce type de solution, c'est qu'on va pouvoir disposer d'API unifiées pour communiquer à la fois sur un réseau PMR et à la fois sur un réseau MCX. Et donc de faciliter l'intégration de votre système d'information métier avec ces deux réseaux. Alors si vous êtes dans un contexte où vos communications ne sont pas dirigées et vous avez des besoins assez spécifiques, il existe d'autres moyens, des passerelles, on va dire, qu'on va appeler nous cœur de réseau, parce qu'il va falloir se connecter au cœur de l'architecture du réseau PMR et du système MCX, afin de bénéficier de tous les services sur ces systèmes et d'adapter la passerelle à votre besoin. Donc là, ce sont des solutions qui sont moins adaptées à des réseaux de taille modeste, parce que ce sont des infrastructures qui sont quand même plus coûteuses, qui prennent du temps à réaliser et à intégrer. Donc c'est plutôt adapté à des gros systèmes, à des gros réseaux. Voilà. Par contre, ce qui est important dans tous les cas, quand on a une migration à faire, il faut voir qu'on change de technologie, ça prend du temps, il faut bien anticiper, bien identifier ses besoins. Voilà, donc c'est ce qu'on a voulu représenter sur ce transparent. On a 3 phases globalement dans une migration. La phase où vous avez le réseau PMR historique, qui va vous servir de phase de préparation. Une phase de migration où vous allez pouvoir mettre votre nouveau réseau RMP, mais vous allez le mettre en service, mais on n'aura pas encore migré l'ensemble des services, on va le faire progressivement. Et puis la 3e phase, où le réseau RMP est là entièrement en production et on peut démanteler l'ancien réseau. Donc on a voulu représenter sur ce transparent quelques facteurs qui induisent le coût d'une migration. Alors, il y a bien sûr un facteur taille de réseau qui influe, mais au-delà du nombre de terminaux, c'est aussi le nombre de groupes de communication que vous allez avoir besoin d'interconnecter simultanément. Ça, c'est une donnée qui est essentielle.
puisque ça va dimensionner, on va dire, les passerelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent vu en phase préparatoire. Bien sûr, ce qui va aussi avoir un coût important, c'est que vous allez avoir 2 infrastructures à un moment donné. Et donc, le maintien en condition opérationnelle de 2 réseaux pendant une période donnée, c'est un facteur de coût important. Donc, il va falloir trouver une bonne optimisation entre l'investissement que vous avez besoin de lisser sur plusieurs années et la durée d'avoir 2 réseaux en parallèle qui va vous coûter cher. Il y a d'autres aspects qui ont un impact vraiment significatif, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ce sont vos processus métiers, c'est l'intégration avec des interfaces spécifiques. Ça, c'est vraiment très important de l'anticiper lorsque vous devez faire une migration d'un réseau RMP. On l'a vu tout à l'heure dans la table ronde précédente, l'intégration avec les services métiers, les systèmes métiers, ça n'a pas été si simple. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors il y a aussi des facteurs plus réjouissants qui permettent de faciliter les choses. L'avantage, c'est que dans l'écosystème aujourd'hui MCX, il y a des standards qui existent et il y a beaucoup de solutions qui utilisent ces standards. Et donc aujourd'hui, on peut trouver des passerelles qui sont déjà qualifiées avec des systèmes MCX. Et ça permet de bénéficier d'un effet de levier sur le marché et d'avoir des solutions moins coûteuses. De la même façon, une plateforme de communication unifiée, il y a des plateformes qui sont qualifiées avec des serveurs MCX. Et ce type de plateforme de communication, elle peut servir pour la migration, mais elle peut aussi être utilisée après. Elle vous permettra de continuer à unifier d'autres moyens de communication, comme votre téléphonie, comme des systèmes d'interphonie, des systèmes de sonorisation que vous pouvez avoir. Vous pourrez utiliser cette plateforme pour unifier tout cela et l'intégrer à votre système d'information. Voilà, donc ce qui est vraiment important, c'est d'anticiper, de bien analyser vos besoins pour identifier la solution qui sera le plus adaptée pour vous, en fonction de votre taille de réseau, de la complexité de vos besoins fonctionnels. Donc je vais laisser la parole à Boris pour une démonstration, mais si vous voulez aussi une démonstration de passerelle ou de plateforme de communication unifiée, on a un stand à côté, donc on pourra vous démontrer comment fonctionne ce type de solution. Merci. Merci Monsieur Romanowski. En effet, on voit donc un certain nombre d'éléments à prendre en compte avant une migration vers des réseaux RMP. Évidemment, c'est complexe, ça demande une bonne préparation, mais on a donc a priori maintenant les bons acteurs et l'écosystème qui permet de mettre en place des réseaux rapidement et facilement. Et c'est ce que va démontrer donc, la société Obvious avec leur partenaire Red Technologies, avec Boris. Donc Boris, on te laisse donc, faire la démonstration. Je vous remercie. A priori, tu n'as que 10 minutes pour réaliser un réseau complet. Alors, bon, c'est peut-être un titre un peu accrocheur, mais... Voilà. Et donc, je laisse la parole à Pierre-Jean. Donc, Pierre-Jean Muller, CEO fondateur de Red Technologies, qui va vous montrer comment il peut déployer sa solution en quelques... On m'avait dit que j'avais 15 minutes. Alors maintenant, c'est 10 minutes, c'est ça ? Bon, allez, je suis gentil. 15 minutes. Allez. Bon, d'accord. Donc, je vais être court. Je reviendrai sur Red, etc. après, mais comme il y a besoin d'avoir un peu de temps pour monter la solution, on va directement attaquer ça. Donc, moi, je suis Pierre-Jean Muller, CEO de la société Red Technologies. Et nous, on a développé une solution, alors en partenariat avec Obvious, mais ça reste une solution Red Technologies, une solution qu'on appelle DAT 5G, démocratiser l'accès à la technologie 5G. Et démocratiser pour nous, vu du client, c'est simplicité de l'installation. On libère le client de l'opération du réseau, on l'opère nous-mêmes. On l'accompagne sur le cycle de vie du projet. Et vous verrez, on a un modèle économique très innovant. Donc on va regarder déjà ce qu'il en est de l'installation. Donc Thomas, donc on a, vous voyez sur l'écran, on a 3 types d'équipements. On a un équipement qui est dans le cloud, qui est le cœur de réseau Obvious. On a une base server qui est située sur le site du client, dans lequel on a notamment la fonctionnalité Edge Computing, et on a les stations de base. Donc Thomas, tu peux connecter. Donc là, il s'agit d'une small cells, on l'a vu, c'est 2 fois 1 watt. Ces petites cellules-là, en plus d'avoir une simplicité au niveau de l'installation sur un mur, sur un toit, etc., on peut aussi l'alimenter
via le câble Ethernet, c'est ce qu'on appelle PoE, donc ça améliore aussi la simplicité de déploiement. Plus on va aller vers de la puissance importante et plus on aura un coût sur l'installation. On connecte la baie à Internet, donc la baie va se connecter avec le cœur de réseau qui est hosté dans notre data center à Paris, dans le 15e, qui n'est pas là. On connecte la baie à l'alimentation, on a un bouton rouge, et on appuie sur le bouton rouge. Et maintenant, il va falloir que je meuble pendant environ 7 minutes, le temps que la solution monte. Donc là, on revoit sur les slides, on a fait la connexion, on a mis sous tension. Voilà, on va aussi au slide suivant. Et là, on regarde un peu plus l'architecture. Donc, si vous vous souvenez du slide Obvious, il y avait une partie virtualisation. Donc, nous, on utilise complètement à 100% la virtualisation que nous propose Obvious. Le cœur de réseau est chez nous, dans le 15e, dans notre data center. Il pourrait être de toute façon dans un data center public. Il pourrait être chez Google ou chez Amazon. Il se trouve qu'il est chez nous. On a sur le site client une baie serveur. Dans cette baie serveur, il y a 3 équipements. Il y a un serveur, on va dire standard, qui héberge la fonctionnalité Edge Compute, qui est en fait l'UPF local, ce qui permet de router toutes les données utilisateurs du site client en local sur son site. Donc il n'y a pas besoin de remonter sur notre cœur de réseau à Paris quand on déploie sur le plateau du Larzac, par exemple. On a un routeur spécifique pour assurer la sécurité du lien entre... Ouais, voilà. Et à un moment donné, normalement, il l'évite. Mais il faut regarder bien attentivement. OK. Mais il évite. C'est un réseau privé 5G airborne. Donc, on a un routeur très important parce qu'on va nous critiquer sur notre solution. Oui, la cybersécurité, la confidentialité des data, blablabla. Vous avez qu'à venir sur notre site et puis on pourra en discuter. Mais on a un VPN ultra sécurisé justement entre le site client et notre data center à Paris. Du fait qu'on maîtrise les deux côtés, on fait ce qu'on veut sur le tunnel. Donc ce tunnel est super sécurisé. Et on a aussi un commutateur, un switch, qui permet justement au client de venir relier cette baie à son réseau local. D'accord ? Et après, on a les têtes radio qu'on vient connecter à la baie. Avec une solution comme ça, on arrive à avoir, dans cette configuration-là, avec des équipements qui sont finalement assez peu chers, je vous donnerai le prix de tout ça après, et vous verrez qu'on arrive quand même à économiquement à quelque chose qui est pas bas coût, mais qui est vraiment économiquement intéressant. Sur un serveur donc, standard, on arrive à avoir jusqu'à 200 utilisateurs ou 200 équipements connectés et jusqu'à 10 têtes radio. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Là, on est en 2,6. Évidemment, on aura une offre en 3.8.4.2. Donc, si je reviens sur le démocratiser l'accès à la technologie 5G, on a l'installation. Donc, ça, vous voyez, c'est assez simple, c'est vraiment 3 câbles. Donc, on a la rapidité et la simplicité d'installation chez le client. On a l'opération, comme c'est nous qui opérons, c'est le cloud est chez nous, on opère la totalité de la solution. On libère le client final. Donc, nous, on vise les PME, les ETI, mais ça peut être des collectivités locales, ça peut être des campus, ça peut être aussi des grands utilisateurs qui n'ont pas besoin de tout maîtriser. Donc, nous, on opère la solution, on configure les cartes SIM. Donc, les cartes SIM restent, c'est nous qui nous en occupons, et on opère le cœur de réseau et la totalité de la solution. Le cycle de vie, par exemple, on a parlé beaucoup des demandes d'autorisation auprès de l'ARCEP. On s'occupe des demandes d'autorisation auprès de l'ARCEP pour le client. Même si ça va être dématérialisé, ça reste quand même quelque chose pour quelqu'un qui est assez néophyte. Le client, ça reste quelque chose de compliqué à faire. Donc nous, on s'occupe on est mandaté par le client pour l'autorisation auprès de l'ARCEP. Et en dernier point... la particularité de cette solution aussi, c'est que
même si on a des équipements qui viennent de fournisseurs différents, par exemple Obvious pour le cœur de réseau, nous, on a construit un système de gestion qui est unifié. Donc, notre système gère la totalité des équipements, pas seulement la tête radio et le cœur, mais aussi les routeurs, etc. Donc, ça nous permet de fournir aussi bien aux clients qu'à nous une seule interface de gestion pour la solution complète. Donc on appelle ça dans le jargon un NMS unifié. Donc là on a des vues des éléments des réseaux, l'arbre réseau, donc on a toujours ces codes couleurs, vert, rouge, etc. etc. On a la possibilité de configurer le RAN. Alors là, si le client est vraiment néophyte, il n'aura pas la possibilité de configurer, ça sera sous notre responsabilité. Continue, on a des indicateurs de réseau, donc on peut voir du fait qu'on est virtualisé, le fait qu'on ait, nous, cette connectivité via le VPN, même sur les installations du client, nous, on est capable de voir, par exemple, qu'un réseau est dégradé, on est capable de voir qu'un réseau est en panne, on a des alertes, etc. etc. Next. On a aussi cet aspect ARCEP que j'ai discuté. Donc, sur ce portail de gestion, on a aussi... typiquement, les demandes d'autorisation. Un client ne voit que son réseau, nous on voit la totalité de nos clients, notre réseau et notre cœur. Alors voilà. Bon, bah c'est bon. Alors bon, c'est pas très démonstratif, mais si, il y a un iPerf qui tourne, donc là on a quoi en termes de données ? Ouais. Donc on a 20 MHz sur la bande de 6. Encore une fois, le but de cette démo n'est pas sur la performance. Le but de cette démo, c'est de vous montrer que quand on a pré-câblé, pré-configuré, qu'on a une solution et un système de gestion unifié, l'installation, ça peut être aussi simple que ça. Le dernier point sur le D, c'est aussi le modèle économique. Donc cette solution, on l'offre en abonnement mensuel par mois, 990 € pour une station de base, 590 € par station supplémentaire. C'est-à-dire qu'un client, une PME ou une ETI, on ne parle pas de la SNCF ou de la RATP, un client, une PME, ETI n'a pas à mettre de l'argent upfront, il n'y a pas de CAPEX dans notre solution. Tout est compris. Alors, pas la licence ARCEP, le client aura à acheter sa licence ARCEP, le client aura à financer ses équipements. Voilà, si c'est une usine, ses machines, etc. Mais là, c'est une location, en fait, longue durée, d'équipement. Donc, il n'y a pas de CAPEX dans cette solution. Et nous, on pense que le coût économique ou le modèle économique est aussi un frein à l'adoption par les PME et les ETI. Juste un dernier petit point sur le marché que nous, on vise, PME-ETI. C'est un marché qui n'est pas mûr encore. On l'a vu ce matin, on a vu la réponse au sondage. Là, on est plutôt sur des grands utilisateurs qui ont investi et qui ont investi en hommes, qui ont investi en équipement, qui ont des projets, qui ont même des transitions techno. Nous, on ne fait que de la 5G. Ça n'a pas de sens de dire à un client PME, alloué par mois, vous allez commencer par de la 4G et puis on vous fera de la 5G. Nous, on va directement à la 5G. Donc je pense que ce marché-là, qui est un marché milieu de marché, comme l'appelait, je crois, TDF, c'est un marché dont nous, on voit la demande aujourd'hui qui n'est pas encore là. Mais elle va arriver. Et un des éléments importants pour que ce marché arrive et soit vraiment là, c'est la 3842. Donc je remercie l'ARCEP, je remercie la NFR, en espérant que l'accès aux licences sera aussi démocratisé que l'accès à la 2.6. Ça a été une révolution. La 2.6 à 600 € pour pouvoir avoir une licence. Si on a la même chose sur la 3842, ça sera ce qu'on peut dire le game changer, je pense, en Europe, avec cette harmonisation qu'on demande, avec cette bande. Et je pense que la France sera le premier pays, j'espère, ou l'un des premiers pays à commercialiser la bande. Merci. Oui, le dernier. J'ai dit le prix a été annoncé. Merci beaucoup. Je remercie tous les participants à la table ronde et encore merci pour la démonstration. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire mieux que nos voisins allemands, pour faire plaisir à M. Herbert. Et donc, ce qui est rassurant, c'est de voir que toutes les technologies sont bien maîtrisées en France par des acteurs français. Et donc, il n'y a plus qu'à. Voilà, messieurs.
Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà, donc preuve s'il en est qu'il faut bien se préoccuper des petits si on veut préserver les gros, et puis restera à valoriser ces externalités aussi de soufflerie monumentale. Mais je pense que vous trouverez la façon de le faire. Bien, dernière table ronde de la matinée, donc consacrée tout entière à la bande 400. Donc elle sera animée par, je ne suis pas trompé, par Thomas Galezowski, ancien membre de la GUR et qui est toujours très présent dans l'association. Et nos intervenants, donc Mireille Bonin de la FNCCR, Florence Erpelding d'Action, Sabrina, que je n'ai pas croisée, Sabrina Stanislas Boumier de Qualcomm. Tu es là, Sabrina? Elle n'est pas là. Bon. Eh bien, il n'y aura pas de Sabrina. Ah bah si, bah alors... Non, elle n'est pas dans le panel. D'accord, très bien. Bon. Merci pour les mises à jour, Thomas. Karsten Ulrich de 450 Connect et Régis Picard de Nokia. Et je vais me faire gronder si je ne le fais pas, mais pour certains, vous allez utiliser des casques de traduction simultanée. Il est important que ces casques soient restitués dès que vous en avez plus besoin ou à la fin de la journée, où ils vous ont été distribués. N'oubliez pas, c'est toujours très compliqué de me remettre la main sur ces petites bestioles. Voilà, merci à toi, Thomas. Bonjour à tous. Alors, merci. Oui, ce que disait Stéphane, c'est qu'il y aura une intervention qui sera en anglais. Donc, si jamais il y a des personnes qui ne maîtrisent pas bien l'anglais, donc il y a des casques qui sont disponibles à l'entrée là-bas. Donc, je vous propose d'aller en récupérer tout de suite. Ça évitera de faire du bruit. Donc, pendant ce temps-là, j'ai proposé à Mireille Bonin, Florence Erpelding et puis Régis Picard de bien vouloir m'accompagner ici. Merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est la 400 MHz. Alors, pourquoi on parle de la 400 MHz? Finalement, on a déjà des bandes de fréquences. On a la bande à 2,6 GHz qui est déjà disponible, mais qui a la problématique d'être dans des bandes plutôt hautes. La bande 3,8, 4,2 qui va arriver aussi prochainement, telle que nous l'a promis l'ARCEP, et on y compte bien, mais qui est encore dans les bandes encore plus hautes, qui permet de faire passer beaucoup de débit, mais sur des faibles distances. Et puis, quand on regarde dans les fréquences plus basses, finalement, il y a potentiellement la bande à 700 MHz qui pourrait être disponible, mais sous condition de négociation avec le ministère de l'Intérieur et avec une largeur de bande relativement limitée. Et lorsqu'on veut aller sur des réseaux en bande basse qui portent plus loin, aujourd'hui, il nous manque quelque chose. Or, ce qu'on a pu identifier aujourd'hui, c'est que la bande 400 MHz serait un candidat idéal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux en bande étroite, les réseaux PMR, qui sont déjà dans ces bandes de fréquences. Et donc, ça serait intéressant finalement de pouvoir réutiliser les mêmes bandes de fréquences, pour pouvoir réutiliser potentiellement les mêmes points hauts pour émettre sur de longues distances. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, donc, les bandes de fréquences en 400, qu'est-ce qu'il y a? Si on regarde sur la partie basse de la bande 400, en fait, c'est relativement occupé parce qu'il y a le ministère des Armées qui possède une partie de la bande. Donc, on regarde plutôt la partie haute, donc la bande 450. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a deux bandes qui sont disponibles, donc la 31 et la 72 potentiellement, donc qui sont sur des bandes ARCEP et qui permettraient potentiellement à terme d'avoir jusqu'à 5 MHz. Alors aujourd'hui, il y a encore 0,5 MHz sur la bande 31 qui sont aux armées, et donc ce qui veut dire que dans un premier temps, on pourrait potentiellement avoir jusqu'à 4,5 MHz, à condition malgré tout que l'ARCEP réussisse à libérer la bande, parce qu'il y a quand même tout un tas de réseaux qui sont présents ici. Alors voilà, donc à partir de là, on va se poser la question, mais finalement, que peut-on faire de ces réseaux? Alors, la GUR a publié une note sur les besoins des réseaux mobiles privés en 400 MHz. Cette note, donc à destination de l'ARCEP, a été faite pour convaincre l'ARCEP de l'intérêt d'attribuer des bandes de fréquences pour des réseaux mobiles privés 4G ou 5G dans cette bande de fréquences.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'en parallèle, il y a aussi Enedis qui a produit une note du même type pour appuyer vraiment sur ces sujets de besoins pour ce qu'on appelle les utilities, pour utiliser un terme anglais, hein, donc le secteur de l'énergie, pour disposer de réseaux mobiles privés dans ces bandes de fréquences. Alors, aujourd'hui, je vous propose de commencer avec Mireille Bonin de la FNCCR, donc conseillère technique. Mireille, bonjour, merci de ta participation. Alors, première question, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la FNCCR? Oui, bonjour à tous. Merci à l'Agure de permettre à la FNCCR d'intervenir sur ces sujets de réseau sans fil. La FNCCR... nous sommes un petit peu à part dans cette assemblée aujourd'hui qui réunit beaucoup d'industriels, d'équipementiers, d'opérateurs. Nous sommes une association d'élus locaux créée en 1934 au moment du lancement de l'électrification rurale. Et donc, point de départ, c'est le domaine de l'énergie, de l'électrification, mais nous sommes une association qui réunit des collectivités territoriales qui organise et exploite les services publics locaux, énergie, eau, les déchets et également le numérique. Et donc, au sein du département numérique, je traite plus spécifiquement des questions d'infrastructure et de réseaux fixes et mobiles. Et c'est une activité qui permet de mettre en œuvre la numérisation utile aux territoires intelligents. Donc, de par nos compétences, nous sommes vraiment à la croisée des chemins de toute cette modernisation des territoires, exploitation modernisation des services publics locaux, énergie, déchets, comme je viens de le citer. Je noterai également que nous sommes membres de l'Agure. Oui. Tout à fait. Depuis 2018. Oui, très bien. Et alors, une question finalement, mais pourquoi la FNCCR s'intéresse-t-elle au réseau en 400 MHz, en 4G ou 5G? Eh bien, c'est vraiment dans la continuité de ce que je viens de dire là sur l'émergence des territoires connectés. Il s'avère que nous avons commis une première étude en 2017, réalisée déjà par LD, qui était une étude assez généraliste sur les fréquences disponibles pour les usages des collectivités territoriales. Et dans cette étude, nous faisions déjà mention de la bande 400 MHz pour l'exploitation de réseaux IoT, en exploitation, je le précise, avec des réseaux type 4G et 5G. Deuxième facteur, c'est le fait que nos adhérents se sont lancés récemment dans le déploiement de réseaux IoT sur des technologies LP1, LoRa typiquement, généralement à l'échelle d'un département, et en agrégeant de plus en plus de services utilisateurs, éclairage public, les déchets, les télérelèves diverses et variées, et cela grâce à l'existence d'un réseau fibre qui est le point de départ de ces réalisations. Troisième exemple, là un petit peu plus ambitieux et qui rejoint un peu tout l'accroissement, toute l'appropriation des réseaux privés mobiles que nous avons évoqué depuis ce matin. C'est des réseaux privés mobiles multiservices, alors d'ores et déjà sur de la 5G. Je pense notamment au projet qui est assez connu de Hi5, porté par Toulouse Métropole. Et qui rejoint un petit peu plus les exemples que nous avons décrits ce matin. Et le quatrième point, c'est toute la sensibilisation qu'il y a eu depuis quelques années sur l'émergence et la volonté de faire émerger l'accès à la bande 400. Et nous avons les projets européens, notamment celui de l'Allemagne, mais ailleurs également, ont été portés à notre connaissance, et on constate qu'on est plutôt en retard en France sur ces points-là. Alors, tu viens de mettre affiché la cartographie des cas d'usage. En fait, ces cas d'usage, ils ne sont pas tellement nouveaux, et ce sont ceux que je viens d'évoquer là dans ces quelques mots de présentation. Ils nous permettent ils nous permettent de justifier quand même un recours aux technologies large bande.
Si je devais, je ne vais pas les citer, les citer tous, mais vous voyez que dans ces premiers réseaux privés mobiles installés par les collectivités, l'aspect 5G industriel qui est représenté par le symbole de la santé et de la recherche est traité, également l'événementiel, mais ce qui reste quand même les usages dominants, ce sont tous ceux qui reposent sur une télérelève, déchets, électricité, eau, et additionner. C'est là où on peut s'interroger sur l'opportunité de migrer ou de ne pas trop faire cas des technologies LPWAN, mais de plutôt aborder directement les technologies LTE, 4G et surtout 5G. J'insisterai plus spécifiquement sur le transport, puisque même si ce n'est pas une compétence propre de la FNCCR, beaucoup de nos adhérents sont autorités organisatrices des transports et donc sont à même de traiter la fin du TETRA et le passage aux technologies LTE. Communication critique, c'est quand même un sujet fort de tous ces nouveaux réseaux privés mobiles, parce que, comme on l'a évoqué ce matin, il y a l'accès à RRF. Il peut y avoir aussi des besoins particuliers au sein des services d'une collectivité territoriale dans l'exercice de ses compétences pour avoir besoin d'appels de groupe, de push-to-talk ou même d'appels vidéo. Dernier exemple, l'éclairage public ou la vidéoprotection, où ce sont des usages qui sont vraiment en forte croissance parmi nos adhérents. Ils requièrent, surtout pour la vidéoprotection, beaucoup d'images et aussi des flux bidirectionnels puisque des commandes sont nécessaires. Donc voilà, il y a toute une somme de cas d'usage additionnés qui peuvent justifier un passage à des bandes plus larges. Oui, donc on voit vraiment, il y a beaucoup de cas d'usage, enfin, je pense que tu ne les as même pas tous cités. Et que peut-on retenir globalement de l'étude que vous avez menée ? Alors, c'est d'abord pourquoi ce guide ? Et parce que cette étude qui porte spécifiquement sur la bande 400 et sur les réseaux privés mobiles, c'est avant tout un guide technique parce que c'est un sujet nouveau au sein de nos adhérents qui ont une compétence en matière de déploiement de la fibre, des réseaux fixes, mais ils sont vraiment néophytes en matière de réseaux mobiles. Enfin, c'est aussi ma propre expérience personnellement. Donc, quand tous les sujets qui ont été abordés, notamment par l'ARCEP dans la table ronde précédente, ce sont des sujets qui sont vraiment peu maîtrisés par nos adhérents. Études de couverture radio, obtention des AUF, redevances, les règles de coexistence, etc. C'est vraiment très nouveau pour nos adhérents. Et avec la Banque des Territoires, qui est cofinanceur de cette étude, il nous est apparu vraiment nécessaire de bâtir un vademecum complet, plutôt technique désormais, mais pour accompagner nos adhérents, parce que c'est le sujet d'avenir et l'externalité de tous les réseaux fibres qui ont été bâtis pour ces collectivités qui sont peut-être même un peu en difficulté pour exprimer des besoins concrets, précis à l'heure actuelle. Alors, en deux mots, est-ce qu'on peut caractériser quelques résultats concrets de ce que ça pourrait donner dans une collectivité territoriale ? Là, je voudrais quand même d'abord évoquer quelques éléments qui sont ressortis de notre étude, parce qu'au-delà des cas d'usage, nous avons quand même comparé les autres technologies disponibles. Et ce comparatif associé au cas d'usage conforte l'idée qu'il faut s'intéresser désormais aux bandes LTE, mais pour autant on ne jette pas aux orties les technologies LPWAN. Et autre sujet, on n'a pas non plus écarté l'idée que nos collectivités territoriales pourraient s'adresser aux services commerciaux des opérateurs mobiles pour mettre en œuvre leur futur réseau privé mobile. Mais par rapport à ce visuel
Ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a quand même un modèle économique à ne pas superposer tous les réseaux qui sont peut-être déjà existants chez eux, et qu'il y a un gain certain à convertir, entre guillemets, des utilisations Tetra ou DECT directement dans un réseau privé mobile LTE, en conservant, dans cet exemple-là, on a conservé un peu d'utilisation du LP1, mais donc il y a quand même pour les collectivités territoriales, une réalité économique et la confortation d'un modèle économique à réaliser ces réseaux privés mobiles. Et pour en revenir à ta question sur les résultats concrets, le point fort de l'étude, c'est quand même deux exemples qui ont été traités un peu in extenso. Le cas d'usage de la couverture d'un département comme le Finistère ou d'une agglo comme celle d'Angers, où l'on voit qu'il y a vraiment un possible pour les collectivités territoriales, puisque l'étude de couverture réalisée par LD Expertise montre qu'avec l'utilisation de 4 points existants, on arrive à bâtir un réseau en bande 400, bien évidemment, tout à fait avec une couverture minimale de bonne qualité et couvrant les territoires. Et avec un modèle économique qui marche, puisque les CAPEX restent dans des niveaux accessibles, surtout dans la perspective d'une mutualisation et de recherche de cofinancement avec un partenaire privé, dans le cadre d'un partenariat public-privé auquel nos adhérents ont régulièrement recours. Très bien. Alors, finalement, quand ce guide sera-t-il publié ? Eh bien, nous l'officialiserons, je pense, au début de l'année prochaine, avec l'intention de reparler de ce sujet, de sensibiliser nos élus, parce que c'est vraiment un sujet nouveau pour les collectivités territoriales. Ce sera aussi l'occasion de promouvoir la bande 400. Très bien, merci Mireille. Alors, on va passer à Florence d'Axione. Finalement, pour rebondir un peu sur le sujet dont parlait Mireille, on parle de RMP en 400 MHz pour les collectivités territoriales. Mais chez vous, donc, qu'est-ce que vous en percevez en tant que gestionnaire de DSP, de RIP notamment, sur la réalité dans les marchés ? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, merci à l'Agure de donner à Axione l'opportunité d'intervenir sur ces sujets 400 mégas que nous considérons très importants. Bravo pour l'organisation de l'événement. La salle est remplie, on s'en réjouit. Donc bravo Stéphane, Thomas, Marie-Françoise et toutes vos équipes. Donc pour répondre Thomas à ta question, donc côté Axione, donc en tant qu'aménageur numérique des territoires, nous constatons en effet que plusieurs collectivités territoriales, des départements, des régions, des métropoles, ont émis de manière très récente des appels d'offres donc portant sur le renouvellement, l'exploitation des infrastructures de fibre optique, donc un sujet un sujet historique que nous connaissons bien. Et ces appels d'offres incluent des sujets nouveaux. Donc, qui portent notamment sur la mise en œuvre de réseaux de type LoRa pour l'Internet des objets, et également la mise en œuvre de réseaux 5G, 4G ou 5G privés, donc des réseaux à haut débit mobile privés, d'envergure départementale ou d'envergure régionale. Nous avons vu ces premiers appels d'offres avec de telles composantes 5G apparaître en courant 2023. Et en 2024, c'est le nombre de ces appels d'offres a largement augmenté. Donc on sent que la dynamique est forte. Et donc de plus en plus de collectivités territoriales se questionnent, s'interrogent et envisagent la mise en œuvre de projets pour répondre à leurs besoins d'envergure territoriale.
Oui, donc ce qu'on voit là, tu as listé donc quatre collectivités territoriales donc, qui ont lancé des projets. Mais au-delà de ces chiffres, est-ce qu'il y a une maturité suffisante de ces collectivités territoriales dans leur réflexion sur ces sujets-là ? Alors, comme l'indiquait Mireille, pour les acteurs des collectivités, on constate plutôt des compétences pour traiter des sujets d'infrastructure de réseau fixe, fibre optique. Les compétences sont moindres concernant les sujets radio. Alors, toutefois, pour les acteurs des collectivités, le modèle de réseau mobile privé n'est absolument pas nouveau, puisque de longue date, les acteurs des collectivités mettent en place, exploitent des réseaux TETRA ou des réseaux DMR. Donc on parle depuis de longues années de réseaux mobiles privés. La nouveauté, c'est le recours à une technologie cellulaire. Concernant les appels d'offres dont nous disposons, qui ont déjà été émis, donc qui apparaissent ici notamment, eh bien ces appels d'offres fournissent assez peu d'éléments sur les cas d'usage qui pourraient tirer parti d'un réseau 4G ou 5G privé. Ces appels d'offres fournissent également assez peu d'éléments sur le modèle de déploiement, le modèle de commercialisation. Donc, en fait, à nous, offreurs de solutions, intervenant pour le compte des acteurs des collectivités, à nous de promouvoir des stratégies qui nous semblent les plus appropriées en cohérence donc avec les besoins et enjeux des acteurs des collectivités. Donc, on est au début de l'histoire. Tout reste à faire. Oui, mais finalement, alors de quoi disposent-ils ? Ils ont, j'imagine, quelques ressources quand même pour se lancer sur ce type de projet. Alors, en effet, les territoires disposent de ressources pour contribuer à favoriser la mise en œuvre de tels réseaux à haut débit mobile privé. Donc, quand on parle de ressources, eh bien, on pense naturellement au point haut, qui peuvent être la propriété des collectivités. On pense également aux infrastructures de fibre optique donc, qui ont été déployées donc avec un niveau de couverture très, très fort sur le territoire. Et donc ces points hauts et ces infrastructures de fibre optique permettent de rendre moins complexe la mise en place d'un modèle économique viable et pérenne à l'échelle d'un département. Et en complément des infrastructures de fibre optique, il pourrait s'avérer tout à fait opportun de promouvoir la mise en place de faisceaux hertziens pour aller, si besoin, connecter des points hauts qui ne disposeraient pas d'une connectivité par fibre. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, on pourrait utiliser n'importe quelle bande de fréquence, mais alors pourquoi viser des réseaux mobiles privés en 400 ? Alors, en effet, on pourrait utiliser n'importe quelle bande de fréquence, mais toutefois, si on fait l'exercice de concevoir un réseau 4G ou 5G à l'échelle d'un territoire dans la bande des 2 giga 6 ou dans la bande des 3,8 GHz, le modèle économique semble complexe à mettre en place. Donc en fait, pour l'idée d'envisager un réseau mobile privé à l'échelle d'un département ou à l'échelle d'une région impose l'accès à une bande de fréquence basse, donc inférieure au giga, et on peut se tourner assez naturellement vers la bande des 400 mégas, compte tenu du fait que c'est la bande historique des réseaux TETRA. Donc l'idée de cette approche en fait de promouvoir un réseau 4G ou 5G dans la bande des 400 mégas permet tout simplement de ne pas démultiplier le nombre de sites utilisés jusqu'alors par les collectivités pour leur réseau PMR historique. Donc on reste à un volume de sites constant ou à peu près constant. Alors, ce qui est intéressant, tu montres là quelques chiffres. Grosso modo, pour un département en moyenne, c'est 6000 m². Oui, donc, grosso modo, il faut 50 à 60 points hauts. Voilà, 50 à 60 sites radio permettent d'assurer une couverture
intégrale du territoire. On parle bien de couverture intégrale, parce que là, on est sur une notion d'aménagement numérique des territoires, on est sur une notion qui s'apparente à du service public. Donc l'idée n'est pas d'aller couvrir uniquement des zones de population, c'est absolument pas le modèle. L'idée est bien de viser une couverture complète. Et donc, en effet, on a fait l'exercice, donc étude radio à l'appui, de démontrer voilà, la pertinence d'un volume de 50 à 60 sites radio tel que ça apparaît ici pour couvrir un département de superficie moyenne. Donc c'est en effet autour de 6 000 km². Alors Florence, si on parle de ces réseaux, finalement on se dit mais il existe aussi potentiellement des réseaux LoRa qui sont présents. Comment ça peut cohabiter? Est-ce que ça a vocation à cohabiter? Comment ça s'articule? Alors en effet, les réseaux LoRa, enfin en tout cas, nous disposons d'ores et déjà de projets de réseaux opérationnels LoRa qui ont démontré leur pertinence, qui ont démontré leur efficacité pour répondre à des cas d'usage IoT des collectivités. Donc il n'est absolument pas question, en tout cas à ce stade, d'envisager un quelconque remplacement, un quelconque basculement des réseaux LoRa vers des technologies cellulaires, puisque, encore une fois, la technologie LoRa a démontré son efficacité et la technologie LoRa, en plus, fait l'objet d'un écosystème en termes de capteurs très, très développé. Donc ces réseaux ont vocation à cohabiter. Il semble assez naturel d'envisager plusieurs technologies pour répondre à l'hétérogénéité des cas d'usage, l'hétérogénéité des enjeux, donc en matière de consommation énergie, par exemple, en matière de coûts également. Donc ces réseaux ont vocation à cohabiter et on peut bien entendu tout à fait envisager l'utilisation de points hauts similaires pour porter d'une part l'infrastructure LoRa et pour porter d'autre part une infrastructure 4G ou 5G. Donc ce serait de la mutualisation d'infrastructures passives. Si on revient donc sur nos réseaux 4G et 5G en 400 MHz, quel serait le modèle de déploiement que l'on pourrait envisager pour une collectivité territoriale de type département ou région? Donc, comme je le disais plus tôt, donc les appels d'offres qui ont été publiés donc, ne disent quasiment rien par rapport au modèle de déploiement. Donc, en tant qu'offreur de solutions, donc on examine plusieurs options pour favoriser le bon modèle de déploiement. Compte tenu du caractère, enfin compte tenu de l'objectif d'aménagement numérique du territoire, on a plutôt, en tout cas, on examine de près une option qui consisterait à promouvoir donc un modèle de déploiement, donc avec dès la phase initiale, le déploiement, l'investissement dans la composante cœur de réseau, 4G, 5G, et également dans la composante radio, 400 mégas, avec, dès la phase initiale, cette couverture d'ampleur départementale ou d'ampleur régionale. Pourquoi promouvoir tout de suite, dès la phase initiale, une couverture d'envergure? Eh bien, tout simplement pour favoriser le basculement des réseaux DMR, des réseaux Tetra, vers ce radio 400 mégas, sans attendre, en fait, sans attendre la demande, sans attendre l'expression de besoins émanant des acteurs. On considère qu'un réseau d'envergure départementale ou d'envergure régionale, dès la phase initiale, voilà, favoriserait finalement la captation des utilisateurs actuels vers ce réseau 4G, 5G. Et quand un département ou quand une région émet un appel d'offres, il y a évidemment une volonté du département et de la région de faire en sorte que ce réseau, ce futur réseau mobile privé, eh bien, réponde à des besoins intra-départementaux ou des besoins intra-régionaux. D'où cette pertinence d'avoir, dès la phase initiale, cette couverture complète du territoire. C'est assez intéressant parce que finalement, à partir de là, va se poser une question. Finalement, c'est le modèle économique. Comment fait-on pour financer ce type de réseau? Et puis, comment fait-on ensuite pour répartir les coûts potentiellement entre différents acteurs de différents niveaux? Parce qu'on peut avoir aussi bien le département que le petit hameau, si je vais un peu jusqu'à l'extrême, qui n'auront pas du tout les mêmes moyens financiers. Alors, c'est en effet la question très, très complexe. Je notais lors de la première table ronde ce matin
qu'un certain nombre de réseaux, en lien avec l'enquête, les résultats de l'enquête qui ont été présentés, je notais qu'un certain nombre de réseaux mobiles privés avaient vu le jour sans élaboration d'un plan d'affaires. Quand je vais rentrer au bureau ce soir, je ne suis pas sûre de proposer en interne Axione et aux actionnaires de répondre à ces appels d'offres sans construction préalable d'un plan d'affaires. Pas sûr d'être entendu. Donc l'idée, en effet, et c'est la question complexe, quel modèle financier envisageable pour la mise en œuvre de ces réseaux. Alors déjà, les premiers éléments à mettre sur la table, les coûts d'un tel réseau, CAPEX, OPEX, donc avec un certain nombre d'incertitudes. En termes de CAPEX, on parle de cœur de réseau, on parle de site radio 400 mégas. Combien coûte un site radio 4G 400 mégas? Ce n'est pas une question forcément facile, puisqu'on est sur un écosystème qui existe, mais qui est encore en développement. Donc, pas simple, en fait, d'avoir une vision précise des coûts d'un site radio 400 mégas. Sur les OPEX, quel est le montant des redevances fréquences 400 mégas pour des canalisations 4G ou 5G? Dans la mesure où la bande n'est pas encore ouverte par l'ARCEP, bien évidemment, le sujet lié aux redevances fréquences n'a pas encore été examiné. Donc un certain nombre d'incertitudes concernant les OPEX, également par rapport aux sites radio, quelle modalité de redondance, quelle performance, quelles exigences en termes de garantie de temps d'intervention, garantie de temps de rétablissement. Donc tout cela, en fait, tous nos coûts, CAPEX et OPEX, sont basés sur des hypothèses. À nous de les prendre. Oui, au-delà de ces hypothèses, je pense que ce qui est intéressant peut-être, c'est d'insister finalement sur comment on commercialise finalement. Et après, en effet, sur le modèle de commercialisation, quel cas d'usage, quelle cible d'utilisateur, quel volume d'utilisateurs, et ensuite dans le modèle de commercialisation, est-ce qu'on favoriserait un modèle, une commercialisation à la carte SIM en fonction du nombre d'utilisateurs? Est-ce qu'il y a un positionnement de commercialisation de type wholesale? Pourquoi pas? Donc tout cela en fait reste à définir. Et puisqu'on parle d'aménagement numérique des territoires, on parle de cas d'usage qui ont trait à un service public, eh bien, le recours à une subvention, une subvention publique pourrait aussi être envisagé. Merci beaucoup Florence. Alors, on va passer à Régis. Régis, donc, on parlait justement de ces sujets finalement de coûts d'investissement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de justement en 450 est-ce qu'aujourd'hui on est capable de déployer un réseau en 400-450? Oui, et d'ailleurs on le fait, et Carsten en parlera tout à l'heure en Allemagne. Alors le prix, je ne vais pas le donner cet après-midi, mais aujourd'hui on commercialise et on peut commercialiser ces équipements en 450. Peut-être aussi pour revenir un peu sur le contexte et ce qui est évoqué tout à l'heure sur l'historique des réseaux. Effectivement, il y a eu un split dans les années 80 avec 80-90 avec d'un côté les réseaux PMR qui ont poursuivi et vers le Tetra et la 2G qui a tout d'abord adressé donc l'ensemble du monde du grand public, donc avec tous les réseaux opérés qui sont aujourd'hui 2, 3, 4, 5G et qui vont poursuivre leur développement et qui ont répondu vraiment à un grand besoin. Ensuite, on a les réseaux privés qui, on en discutait tout à l'heure avec Jérémy d'EDF, on commençait à en discuter il y a plus de 7 ans sur ces premiers réseaux privés pour l'industrie. Donc le standard 3GPP qui pilote l'ensemble de cette techno donc, a évolué pour intégrer les besoins des industriels dans les réseaux privés. Le transport urbain sur la partie métro, donc tout à l'heure on parlait avec la Société du Grand Projet entre autres qui est en cours de développement, et donc ensuite arrive un nouveau besoin sur lequel le 3GPP a pris en compte, et donc d'utiliser des fréquences beaucoup plus basses pour répondre à des besoins à très haute résilience et donc sur des surfaces très étendues.
tu as évoqué tout à l'heure aussi en livre blanc qui va sortir dans quelques semaines, qu'elle participe avec Enedis. Donc un des grands enjeux aussi de ce 450, c'est de répondre à leurs besoins. Aujourd'hui, un réseau électrique est une obligation de résilience, avec un contexte environnemental qui est de plus en plus compliqué. Et donc ils ont besoin de trouver des solutions. Aujourd'hui, leur réseau est connecté pour le piloter, donc il y a des connexions en filaire, donc les anciens réseaux, et aussi en mobile. Et donc là, justement, la 4G, la 5G répond, et le standard répond, et pour pouvoir répondre à l'ensemble de ses besoins, quoi. Oui, je pense que cette étude d'Enedis sortira prochainement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Sera intéressant pour chacun d'aller la lire. Je pense que ce qui serait intéressant, là, c'est de regarder un peu le sujet des largeurs de bande. Parce que finalement, on connaît tous les largeurs de bande qui sont standardisées, 1,4 MHz, 3 MHz, 5 MHz. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde donc, les bandes de fréquences disponibles, côté ARCEP, si on ne veut pas aller récupérer de la bande de fréquence côté ministère de la Défense, on est sur du 4,5 MHz. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? Est-ce qu'on sait faire quelque chose avec ça ? Alors, oui, on sait faire. Après, je pense qu'il faudrait discuter avec les militaires. Mais l'ARCEP est là pour ça. Et donc, pour revenir, oui, aujourd'hui et dès maintenant, même avec 1,4 MHz, donc, ce qui est vraiment très, très faible et qui n'est pas forcément dans l'historique, on revient le schéma qui était intéressant tout à l'heure, dans l'historique du 3GPP, donc d'avoir des largeurs de bande aussi faibles. Mais avec 1,4, on peut commencer et on collecte de la donnée, on peut avoir des communications push-to-talk et commencer aussi à piloter des équipements. Là, je reviens sur des réseaux d'énergie au sens large, gaz, eau, etc., donc, qui sont des éléments clés. Donc ça, dès 1,4. Ensuite, avec 3, là, on va pouvoir commencer aussi à la fois avoir des surfaces couvertes beaucoup plus importantes et commencer à jouer, j'allais dire, avec de la vidéo, et donc apporter des services et des cas d'usage qui sont clés aussi et qui deviennent indispensables. Aujourd'hui, que des intervenants interviennent sur des sites sans pouvoir communiquer ou transmettre une photo ou une vidéo en période de crise, c'est quelque chose pour lequel on n'a plus l'habitude, mais sans cette techno, on ne peut pas le faire. Alors, je pense que voilà, ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que quand même, quand on est, comme tu l'indiquais, donc au pied de l'émetteur, donc on a des bits qui sont assez conséquents, des 1,4 MHz, mais comme tu le dis, il faut avoir plus. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que les équipements sont disponibles ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux déployer dès demain un réseau en 400, supposons que j'obtienne des fréquences, est-ce que je vais trouver les équipements ? Tu viens me voir tout à l'heure sur mon stand et on pourra te préparer un devis. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les équipements sont dispo. À la fois, en fait, et aussi, ils sont disponibles et sur des technos qui sont basés sur les produits qu'on commercialise donc en masse pour les opérateurs. C'est-à-dire que un réseau privé, un réseau 450, d'un côté, il y a le cœur de réseau qui, lui, est compatible quelle que soit la fréquence. Et sur la partie radio, donc il y a un baseband et des éléments radio de puissance qui vont être sur les antennes. Aujourd'hui, l'ensemble de ces équipements sont disponibles sur, que ce soit la bande 31 ou 72, qui est utilisée en Allemagne, mais donc sur ces deux bandes, c'est disponible et commercialisable. D'accord, merci. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir finalement, on dit que la bande 400 se fait pour porter loin. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments justement sur ce qu'on peut avoir à longue portée ? Oui, alors déjà de manière un peu globale, aujourd'hui, au niveau dans les grands ratios, tout à l'heure on parlait du nombre de sites en PMR, en tétra. Alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, il y a les 4 opérateurs qui sont dans la salle, mais aujourd'hui, pour couvrir le territoire, il faut plus de 25 000 points hauts, suivant les différentes sources. Mais en réseau 400, 450, voilà, on estime autour de 2500, donc on est à un ratio beaucoup plus faible. Donc avec 2500 sites, on couvre le territoire par rapport aux besoins actuels. Ça, c'est donc une vision très macro. Et ensuite, donc effectivement, là, en 400, on va sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et là, on a juste fait un élément, puis ça fera la transition avec nos collègues allemands. Donc, sur le réseau 450 Connect, donc en Allemagne, à côté de Münster. Alors, c'est pas en Alsace, c'est Münster en Allemagne, dans le nord. Et donc là, on est sur un réseau donc en bande 72
qui est aussi en 450, 3 mégas de largeur de bande, et à 50 km du point. Et donc là, on va avoir des débits qui sont autour des 200, et voire qui vont aller taquiner les 400 kilobits par seconde. À 50 km, voilà, c'est quelque chose qui est loin d'être habituel pour les réseaux opérés, même lorsqu'on est sur des bandes basses en 700 mégas, bien sûr. Merci beaucoup Régis, merci à tous. Alors je vous propose, juste on a rappelé quelques éléments un peu comparatifs, on a essayé de vous montrer finalement en se disant, en comparant les différentes technologies à différentes distances, on s'aperçoit que finalement celui qui porte le plus loin c'est le 450, alors on ne va pas jusqu'au bout, enfin, finalement si on mettait plus loin le 700 au bout d'un moment il n'y aura plus rien, le 450 il va continuer à porter, en revanche si on veut des hauts débits, il faut plutôt aller sur le 2.6 mais ça porte pas très loin. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Alors maintenant, on va pouvoir accueillir le professeur Bernd Soris, donc de l'organisation VIC, et puis Carsten Ulrich, donc, qui est président, directeur général de 450 Connect. Alors, je vous invite à venir si vous voulez bien. Merci. Good morning, everyone. Thank you for inviting me to this event, and thank you for giving me the opportunity to give the presentation in English. My French is so bad, and I lost almost everything. I was here in Paris when I was in school, so long time ago. In the previous discussion, you learned something about the deployment of 450 in Germany. And the interesting question, you don't see it here on the slides, we skipped that. And for those who do not understand me correctly, the slides are in French, so I hope there will be no misunderstanding because of the different languages. The interesting question is why the German government is so supportive of the deployment in 450. Usually governments and regulators focus more on the public mobile network operators and the gigabit speed for mass market applications. And in the next couple of minutes, I will present some results of a project we conducted for the German government. And when I say we, you see it always already on the slide, it's WIC, we are an independent think tank. We support or advise public authorities like the German regulator, German ministries, but as well we are quite active in Brussels supporting the European Commission. In order to answer the question, I have to refer to the transition of the energy system in Germany. We want to make a contribution to reduce CO2 emissions. And therefore, the idea is to have more decentralized energy production via renewables, so that we will see more solar panels, windmills across the country. And this is a project which is very high on the agenda of the German government, for the acting government right now. But the whole process started with the previous government some years ago, and the first study we conducted for the government, the report was released in 2018, where we analyzed which kind of connectivity is needed in order to have a new system up and running. The report, which is the background of this presentation, was released in summer and was one of the contributions to a digitization report of the government to the parliament. And there the government once again outlined the idea to change a very centralized system to a decentralized energy system. And the report outlined the necessity to have digitization in place without, for instance, connectivity,
without new software-based applications, we will not be able to integrate millions of solar panels on the one side, on the production side, but on the other side we have to look at how the load will change in the future. And the first thing, we look about the energy production, but as you may know, we want to have more e-mobility, that we get rid of the old cars, and that means that charging station will be across the country, so every household will have one charging station, and that of course is a different load situation in the electricity networks. The same applies with heat pumps, so in order to, the overall game is to reduce CO2 emissions, so with the aim of reducing the usage of gas, we will change heating here as well. So electricity is here once more of importance. And those load situations are quite new for the grid operators. They are, the load we will see in the future are much higher than what we have currently. And in order to integrate once again supply and demand, millions of devices, millions of assets, we need connectivity. We are not able to run a system like today where is a black box. The grid operator does not really know what's going on here or at my home. And if the sun is shining, we have a solar panel on our rooftop, then of course we feed in, but maybe there's a situation where it is not necessary, or even it can lead to a critical situation, not if my home does it alone, but if the whole street goes in the same direction, then it will be quite difficult for them. So, in the next slide you see a prediction how the production via solar panels will evolve over time, and you see there is a very high increase over time, and that means that maybe not one single solar panel is system relevant, but the sum of all solar panels across the country are relevant, and in order to control and monitor them, we need connectivity. And maybe the peak in the electricity grid is around midday when the sun is shining, but then we have the busy hour of the mobile networks as well. And if you want to control the solar panel, or if you want to control the heat pumps, the flexible load you will see on the right, then you may end up in a situation where you want to control something, but you are not able to deliver the application because connectivity is not there, or maybe there is a congestion in the mobile networks or in the fixed line networks. That means, as a result, integration means controlling all assets, monitoring all assets, and being able to react in a critical situation. And the most critical situation is the blackout. All experts share the opinion that the likelihood of blackouts will increase. Hopefully we will not see a national blackout, but maybe local or regional ones. And in a blackout situation, you don't have usually connectivity. So the public telecommunication services are down, and you don't have voice connectivity in the field in order to restart the system, and you don't have data connectivity. And that is crucial, that is needed in order to restart the system, because you have to balance load and supply. And in order to do so, you have to control all the devices, and if you depend on public telecommunication services, then you must know when is the network up and running. That can take minutes, but usually it will take longer. If you have a national blackout, then it takes days before the services will be available. And I think it's quite obvious that this situation is not acceptable
for the citizens, then of course we will lose support in the whole transition of the energy system. So we draw the conclusion from this exercise that we need a blackout-proof communication network. We need resilient services in order to balance demand and supply. If the network is once again there, that you can tell a heat pump you don't have to go to 100%. At the moment, only 50% of load is acceptable, and then you can increase it over time. But for that reason, you need the right type of connectivity. And that is the reason why we, in a nutshell, recommended to have these blackout-proof and resilient connectivity. And we have a long debate in Germany about these network and the requirements of the grid operators. And already in 2020, we published an article in a journal in which we outlined these could be a very efficient way to fulfill the requirements not only of the grid operators. Of course, these infrastructure can be used by the gas operators, by other critical operators, because they have more or less the same kind of requirements. And now I hand over to Carsten Ulrich. He can tell you more about the operational business of the network. Thank you very much. Bonjour, messieurs, dames. Je ne fais pas la présentation en français. C'est trop difficile pour moi. Il me manque des mots. Donc, je suis heureux d'être ici et je remercie Thomas et Thomas de Augure de nous inviter. What I would like to share with you, the title page didn't come, so what I would like to share with you is I want to leave you with some insights how we came about realizing a national LTE 450 network as a joint ventures of the critical infrastructures in Germany. And what is important, why I asked Dr. Surius to come along today, was you need a good case for the government and the regulator. And in Germany, the case for the government and the regulator was the energy transition, which really was the compelling argument to assign the spectrum to the utility industry. But in Germany, that network is open for critical infrastructures as well. One of the insights in the conclusion will be going for a nationwide operator for the critical infrastructures is really a simple solution. It requires a lot of pre-work, as we heard in the earlier discussion, of bringing everybody together in a consensus. But if you look, it's simple for the regulator, it is simple for each of the customers, it is simple also to finance because you offer a service and get a revenue for connectivity. And it is also simple in terms of spectrum and technology because building a lot of local networks and having the interference to deal with spectrum in the different departments and regions is a difficult task. So the idea is really building consensus up front, defining requirements up front, and then making your life easier and coming quickly to a good solution. Sorry. On 450 Connect, 450 Connect is a national operator. We have about 1,700 sites we are currently building. We have spectrum assignment until 2040 of not complete 5 megahertz. We hope to get very quickly to 5 megahertz. We have key suppliers, Nokia and Comac, who deliver our technology. All the central systems have been built. We are testing with the utilities right now all our use cases. We have about 100 employees. So we are a true small mobile network operator. We do internally what we need to do. We outsource what we don't have to do. For example, field service and NOC services are provided by other companies. In terms of the requirements, I have 5 key lessons I want to share with you what was important in the German case. And the first one was, you have to clearly define your requirements to address the challenges of the industries you're targeting.
The use cases we saw in Germany were threefold. One was voice communication, effectively replacing, as we heard earlier today, the PMR application, traditional DMR and Tetra, and we're introducing an MCPTT application on our LTE network. The second was really super critical data communication for grid, but also for many other critical infrastructures. And last but not least, what Dr. Zurius just mentioned is, going forward, everything will be digitized, and critical infrastructure who used to have surveillance of 1,000 assets suddenly will have to survey 1 million of assets. In Germany, we think we will effectively survey and manage and steer 40 to 50 million assets. And it's not every asset is supercritical, but the combination of all those assets are supercritical, and this is why you have to see what they're doing, and you have to have an ability to effectively address them via a secure network. In terms of the how we got about the spectrum wars, the lesson is it was very important to be unified in Germany. We had not a situation as in France that there was not a spectrum available. We had spectrum in an old operator, but there was a fight what to do with the spectrum going forward. We had the defense who was interested, we have the blue light that was interested, and we had very different groups of the utilities that were all interested. And it was very difficult for the regulator and for the government to decide what to do. And only when we built our use case around our needs and unified all the parties, all the associations, all the utilities in one joint approach and concept, could we convince the regulator to effectively make the spectrum available for critical infrastructures and be assigned the spectrum in 2021. The third lesson was, how did we then organize it? Because obviously everybody was saying, yes, I'm happy to sign a paper, but I also want to be part of it. I want to have control. You know, I don't want to be reliant on E.ON, as maybe people in France don't want to solely be reliant on your large utility EDF. So the idea was to set up a coalition of the willing and say everybody who wants to join as a shareholder can become a shareholder of a joint venture company that applies for the spectrum. And everybody who doesn't want to join is also secure because that spectrum company, that operator, will offer non-discriminatory connectivity services to everybody in the market. So by having this combination, everybody who wants to be part of the governance and the business case and the operator could become a shareholder, and all the others could become a customer. We kind of unified the interest, and everybody felt he was part of the idea and was willing to join the project. And so, for example, E.ON, our largest utility, is 25% shareholder in the joint venture for 50 Connect, but we have also 70 city utilities, very small companies who are via the entity Versorger Allianz part of the structure. The next point was really, talk about implementation. Obviously, if you have so many different companies, it's very difficult to agree on what are the requirements, what is the exact setting. And you really have to go through the process, and you can do it via white papers, via associations, to really come to a conclusion what you would like to jointly achieve. You have to define your coverage objective. You have to define the technology you deploy. You have to define the level of resilience you build. So we had a comprehensive process in Germany where we effectively said, given the spectrum limitations and given the technology combinations that are possible if you have limited spectrum, we came up with a solution. We built 1,700 sites. That is very good outdoor coverage. It is reasonable indoor coverage, and with LTM, it is very good indoor coverage. We decided to have 72-hour battery backup, to have really a fully resilient network, and to deploy our own active technology. So to fully control whatever we have our own backbone, we have our own microwave backhaul network, so that all the active components in the network are really controlled by 450 Connect. Then came the question, if you have a national design and you have
a JV in spectrum, how do you set up the operator? And what do you do internally and what you don't do internally? And what we felt is in 450, with the propagation of the 450 spectrum really, and the scale you have in LTE technology, it didn't really make sense to have 20 regional operators with technology and spectrum, but to build one operator and all the critical infrastructures that one can be shareholders and everybody can be a customer, and utilities and critical infrastructures can contribute their assets. So we rent a lot of sites from our partners and shareholders. And for the specialist task, we effectively work with the standard suppliers of the industry. As I mentioned, for example, Nokia is one of the key partners we have in the network. So from our perspective, there are five lessons and one additional one. The first two are really what you should do from our perspective is, make sure you have a great case with the government and have a unified case from the industry across all critical infrastructures and associations, because that is really then a very strong message to put the case forward. The less dissent you have, the better it is. Second lesson learned, I think, from Germany is to really say you go for a national operator in a way, setting up a joint venture, binding everybody in, having the same technical requirements, because you're more fragmented. The more difficult it is to decide, the more difficult it is to implement, and also the more difficult it is to finance it, because you need subsidies, you need different transfer mechanisms in order to make the business case work. And what we decided in Germany is effectively to have a profitable business, because if you set it up as a business, this is market economy. In a market economy, also in a business, it works. Everybody then has to put his money where his mouth is, and if you have an additional requirement with the other parties don't agree with, you have to pay extra for it, because there's a basic service for a basic price, and everything else can be added on top of it. So implementing this as a as a profitable business and not as an association or cost center, from our perspective, is really helpful model. So the three summary points, some of them are addressed already, was really, as Dr. Zuri has presented, have a strong case with the government. Second is have a unified position. And from our perspective, if you have a strong case as critical infrastructures, and if you have a unified position, it should be very simple for the regulator to also endorse your request. And this is what worked in Germany very well, both in the political preparation phase as well as now in the implementation phase. And from our perspective, we think if you make everybody's life easier by coming to a consensus, it really helped. It was a difficult road in Germany, because as here I saw today in the presentations, there are 20, 30, 40 different opinions and business objectives, and everybody has to compromise in order to come to a unified position. And it's not an easy task, but it is a task that is worth it. Leaving you, I would like with this slide, which we always saw from the colleague from Nokia, this is not just Germany or France. This is a global initiative of effectively, when we move from the traditional PMR networks now to critical infrastructure networks, that we need dedicated networks in low frequencies to address the various needs. We have an association, the 450 Megahertz Alliance, that is effectively addressing those needs globally. And there are 2 points I want to leave you with. One is Aramco, one of the largest companies in the world, just adopted 450 and is building the network for critical infrastructures in Saudi. And because of Aramco, Qualcomm, the chipset vendor, is back in the game. They already have an LTM chipset. They now announced they are also doing LTE 450. So this is really growing from an ecosystem perspective. And from our perspective, we would be absolutely thrilled if also France endorses this model, and we wish you the best of luck and are there to support you. Thank you very much.